Ivan Tourgueniev. Fumer. Chapitre 1. Il y a des foules, le 10 août 1862, à 4 heures, devant la célèbre Conversation de Baden-Baden. Le temps était délicieux. Les arbres verts, les blanches maisons de cette ville coquette, les montagnes qui l'entouraient, tout respirait un air de fête et s'épanouissait aux rayons d'un soleil éclatant. Tout souriait, et un reflet de ce sourire indécis et charmant errait sur les visages, vieux et jeunes, laids et avenants. Même les figures fardées des lorettes parisiennes ne parvenaient pas à détruire cette impression d'allégresse générale. Les rubans bigarrés, les plumes, l'or et l'acier scintillant sur les chapeaux et les voiles rappelaient au regard l'éclat animé et le léger frémissement de fleurs printanières et d'ailes diaprées. Mais les notes criardes de leur jargon français n'avaient rien de commun avec le ramage des oiseaux. Tout d'ailleurs marchait comme à l'ordinaire. L'orchestre du pavillon exécutait tantôt un pot-pourri de la Traviata, tantôt une valse de Strauss, ou, dites-le-lui, une romance russe instrumentée par l'obligeant chef d'orchestre. Dans les salles de jeu, autour des tapis verts, se pressaient les mêmes figures, avec cette même expression, stupide, rapace, consternée, presque féroce, cette mine de voleur que la fièvre du jeu imprime aux traits les plus aristocratiques. Vous retrouviez l'habituel gros propriétaire, obèse, habillé avec le plus élégant mauvais goût, inutilement et convulsivement agité, comme l'était feu son père quand il rossait ses paysans. Les yeux hors de leur orbite, la moitié du corps sur la table, sans faire attention au froid sourire des croupiers, qui semaient des louis d'or aux quatre coins de la table au moment où ceux-ci criaient « Rien ne va plus !» et se privaient par là de toute possibilité de gain, quelle que fût sa chance, ce qui ne l'empêchait pas le soir de répéter avec la plus sympathique indignation les propos du prince Coco, un des célèbres chefs de l'opposition aristocratique, de ce prince Coco qui, à Paris, dans le salon de la princesse Mathilde, en présence de l'empereur, avait dit si joliment « Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie. » Comme d'habitude, nos compatriotes des deux sexes s'étaient réunis à l'arbre russe. Ils s'approchaient avec dignité, avec nonchalance, s'abordaient avec orgueil, grâce et désinvolture, ainsi qu'ils sied à des êtres placés au suprême degré de l'échelle sociale. Mais une fois assis, ils ne savaient plus de quoi s'entretenir, et tuaient le temps, soit à échanger des futilités, soit à rire des vieilles saillies très peu élégantes et tout à fait plates d'un ancien littérateur de Paris, bouffon et bavard, qui portait une misérable barbiche à son menton et de vilains souliers à ses pieds plats. Il n'y avait pas de fadaise tirée des vieux almanachs, du charivari et du tintamarre, que ce pitre ne fît avaler à ces princes russes, et ces princes russes éclataient d'un rire reconnaissant, admettant involontairement la supériorité du génie étranger, comme leur complète impuissance à inventer quelque chose de récréatif. Cependant, il y avait là presque toute la fine fleur de notre société, toute l'aristocratie et les modèles de la mode. C'était le comte X, notre incomparable dilettante, profonde nature musicale, qui dit si divinement les romances, quoiqu'il ne puisse pas déchiffrer autrement qu'avec un doigt, et que son chant évoque celui d'un mauvais bohémien ou celui d'un coiffeur parisien, habitué de l'opéra comique. C'était notre irrésistible baron Z, apte à tout,
littérateur et administrateur, orateur et helléniste. C'était le prince Y, ami du peuple et de la religion, qui, durant l'heureuse époque de la ferme de l'eau-de-vie, s'était fait une fortune colossale en fabriquant avec de la belladone. C'était le brillant général O, qui avait vaincu quelqu'un, soumis quelque chose, et ne savait pourtant que devenir, ni comment se présenter. C'était R, amusant bonhomme, qui se croyait très malade et très spirituel, quoique vigoureux comme un bœuf et bête comme une bûche. Il restait seul fidèle aux traditions de l'époque du héros de notre temps et de la comtesse Vorotinsky. Il avait conservé sa façon de marcher en se balançant sur les talons, le culte de la pose. Il est hélas impossible de dire cela en russe. Une lenteur affectée dans les gestes, une expression de morgue somnolente sur son visage immobile et comme offensé. L'habitude de couper la parole à ses interlocuteurs en bâillant, de rire du nez, d'examiner attentivement ses doigts et ses ongles, de ramener subitement son chapeau de la nuque aux sourcils et vice-versa. Là se trouvaient également des hommes d'État, des diplomates, portant des noms célèbres en Europe, gens de conseil et de raison, s'imaginant que la bulle d'or a été publiée par le pape et que le pour-taxe est un impôt sur les pauvres. Il y avait enfin d'ardents, quoique timides, adorateurs des camélias, jeunes lions aux cheveux très scrupuleusement séparés en deux jusqu'à la nuque, de magnifiques favoris, pendant jusqu'aux épaules, ne portant rien sur eux qui ne vint de Londres. Rien ne leur manquait, semblait-il, pour rivaliser avec le fameux bouffon de Paris. Et pourtant, nos dames les négligeaient. La comtesse Ch, elle-même, l'arbitre des élégances et du grand genre, surnommée par de mauvaises langues la reine des guêpes et Méduse en bonnet, préférait, en l'absence du bouffon, distinguer les Italiens, les Moldaves, les spirits américains, les fins secrétaires des ambassades étrangères, ou bien les jeunes barons allemands à figure d'usuriers doucereux qui papillonnaient autour d'elle. Alentour de cet astre gravitait la princesse Babette, la même dans les bras de laquelle expira Chopin. On compte en Europe environ 1000 dames qui eurent cet honneur. La princesse Annette, à laquelle nul n'aurait pu résister, si l'odeur du chou perçant à travers celle de l'ambre n'avait révélé en elle la grosse blanchisseuse de village. La peu chanceuse princesse Pachette, dont le mari venait d'être promu à un poste de gouverneur de province, et tout à coup, Dieu sait pourquoi, avait roué de coups le maire de sa ville et emporté 20 000 roubles appartenant à la couronne. Enfin, la turbulente mademoiselle Lily et la larmoyante mademoiselle Zozo. Toutes, elles abandonnaient leurs compatriotes et n'avaient pour eux que des rigueurs. Laissons de côté, nous aussi, toutes ces ravissantes dames. Éloignons-nous du célèbre arbre russe, à l'ombre duquel s'étalent des toilettes si coûteuses, mais où le mauvais goût prédomine, et Dieu veuille alléger l'ennui qui les ronge. Chapitre 2. À quelques pas de l'arbre russe était assis devant une petite table du café Weber un homme d'une trentaine d'années, de stature moyenne, maigre, basané, ayant des traits agréables en même temps que virils. Les deux mains appuyées sur sa canne, il était tranquille, comme un homme auquel il ne vient pas à l'idée que quelqu'un puisse le remarquer ou s'occuper de lui. Ses grands yeux bruns et expressifs parcouraient lentement ce qui l'entourait. Tantôt le soleil les faisait cligner un peu, tantôt il suivait quelques figures excentriques qui passaient devant lui, et alors un sourire rapide, presque enfantin,
effleurait ses lèvres surmontées d'une fine moustache. Il portait un paletot de façon allemande. Un feutre gris cachait la moitié de son large front. Au premier coup d'œil, il vous faisait l'impression d'un honnête et actif jeune homme, n'ayant pas de lui-même une trop mauvaise opinion, comme il y en a beaucoup en ce monde. Il semblait se reposer après de longs travaux et prendre d'autant plus de plaisir au tableau qu'il avait sous les yeux que ses pensées habituelles se mouvaient dans un monde très différent de ce qui l'entourait en ce moment. Il était russe. On l'appelait Grégoire Mikhailovitch Litvinov. Il nous faut faire connaissance avec lui, et par conséquent raconter brièvement son passé, d'ailleurs fort ordinaire. Fils d'un petit employé appartenant à la caste marchande, il fut élevé dans un village. Sa mère était d'extraction noble, bonne, exaltée et ne manquait pas d'énergie. Plus jeune de 20 ans que son mari, elle acheva selon ses forces d'en faire l'éducation, le tira de l'univers des ronds de cuir, calma et adoucit son caractère rude et brutal. Grâce à elle, il commença à s'habiller proprement, à se tenir de façon convenable, à ne plus jurer, à estimer la science et les gens instruits, quoique, bien entendu, il ne s'avisa jamais d'ouvrir un livre. Il était même parvenu à marcher moins vite et à s'entretenir d'une voix dolente de sujets élevés, ce qui ne lui avait pas coûté peu de peine. Parfois le naturel reprenait le dessus, et il marmottait d'entre ses dents quand on l'impatientait. « Ah, je te casserai bien la figure !» Mais il ajoutait aussitôt à voix haute. « Oui, sans doute, c'est une question à considérer. » La mère de Litvinov avait mis sa maison sur un pied européen. Elle ne tutoyait pas ses domestiques et ne permettait pas qu'on mangeât gloutonnement à sa table. Quant à sa terre, ni elle ni son mari n'avaient jamais su l'administrer. Elle était fort négligée, mais très étendue, contenant des prairies, des bois, un lac, sur le bord duquel il y avait naguère une fabrique, créée par un seigneur plus ailé qu'expérimenté, florissante entre les mains d'un rusé marchand et tombée en décadence après avoir passé dans celle d'un honnête entrepreneur allemand. Madame Litvinov se contentait de ne pas se ruiner et de ne pas faire de dettes. Malheureusement, elle n'avait pas de santé et mourut d'éthysie l'année même de l'entrée de son fils à l'université de Moscou. Des circonstances, que le lecteur apprendra par la suite, empêchèrent Grégoire Litvinov d'achever ses études. Il rentra dans sa province, où il végéta quelque temps sans occupation, sans relation, presque sans connaissance. Il avait trouvé peu de bienveillance parmi les gentilshommes de son district, beaucoup moins pénétré de la théorie occidentale, des maux qu'entraîne l'absentéisme, que de la vérité de notre vieux proverbe oriental « Rien n'est plus près de ton corps que ta chemise ». Ce sont ces gentilshommes qui le firent enrôler de force parmi les milices de volontaires patriotes en 1855. Litvinov faillit périr du typhus en Crimée, où, sans apercevoir un seul allié, il demeura 6 mois dans une hutte de terre au bord de la mer Putride. Il remplit ensuite une des charges électives de sa province avec les désagréments habituels en pareil cas, et à force de vivre à la campagne, il se prit de passion pour l'agriculture. Il comprit que la terre de sa mère, administrée sans intelligence par son vieux père, ne donnait pas la 10e partie de ce qu'elle pouvait rendre dans des mains habiles. Mais il comprit en même temps que l'expérience lui manquait. Et pour l'acquérir, il voyagea afin d'étudier sérieusement agronomie et technologie. Il passa près de 4 ans dans le Mecklembourg, en Silésie, à Karlsruhe. Il visita la Belgique et l'Angleterre,
travailla consciencieusement et acquit des connaissances. Cela ne lui fut pas aisé, mais il tint à soutenir l'épreuve jusqu'à son terme. À présent, sûr de lui-même, de son avenir, du bien qu'il pouvait faire à ses concitoyens, et qui sait, peut-être même à toute la Russie, il s'apprêtait à rentrer dans son héritage, où ne cessait de le rappeler son père, complètement désorienté par l'émancipation des serfs et toutes les mesures qui en découlaient. Mais pourquoi donc s'arrêter à Baden? Il était à Baden parce qu'il y attendait d'un jour à l'autre sa cousine et fiancée, Tatiana Petrovna Chestov. Il la connaissait presque depuis son enfance et avait passé avec elle l'été dernier à Dresde, où elle s'était établie avec sa tante. Il aimait sincèrement, il estimait profondément sa jeune parente. Sur le point de terminer d'obscurs travaux préparatoires, s'apprêtant à commencer une nouvelle carrière, il lui avait offert de lier sa vie à la sienne, for better, for worse, comme disent les Anglais. Elle y consentit, et il se dépêcha de retourner prendre à Karlsruhe ses livres et ses papiers. Mais pourquoi, me direz-vous encore, était-il à Baden? Parce que la tante de Tatiana, Kapitoline Markovna Chestov, vieille fille de 55 ans, originale, presque ridicule, mais bonne et dévouée jusqu'à l'abnégation, elle lisait Strauss, mais en cachette de sa nièce, et démocrate, ennemie jurée du grand monde, n'avait pu résister à la tentation de jeter au moins une fois un regard sur cette aristocratie qu'elle haïssait, dans un lieu aussi élégant que Baden. Kapitoline Markovna ne portait jamais de crinoline, ses cheveux blancs étaient coupés en rond, mais le luxe et l'éclat la troublaient secrètement. Il lui serait bien doux d'exprimer hautement le mépris que lui inspiraient toutes ces vanités. Comment ne pas satisfaire cette excellente vieille dame? Litvinov était très calme et regardait autour de lui avec une grande assurance. Sa vie lui apparaissait désormais sans obstacle, sa destinée était tracée, et il était aussi joyeux que fier de cette destinée, qu'il considérait comme l'œuvre de ses propres mains. Chapitre 3. Bah, le voilà! S'écria tout à coup à son oreille une voix glapissante, tandis qu'une lourde main s'appesantissait sur son épaule. Il leva la tête et reconnut l'une de ses rares relations moscovites, un certain Bombaïev, brave homme, parfaitement nul. Déjà sur le retour, celui-ci avait des joues et un nez mou, comme s'ils avaient été cuits, des cheveux gras et ébouriffés, un corps épais et flasque. Toujours sans le sou, perpétuellement enthousiaste, Rostislav Bombaïev parcourait sans but, mais non sans bruit, la vaste surface de notre patiente mère la Terre. Voilà ce qui s'appelle une rencontre, répéta-t-il, écarquillant ses yeux bouffis et avançant ses grosses lèvres, au-dessus desquelles se hérissaient de misérables petites moustaches teintes. Voilà ce que c'est que Baden. Tous viennent s'y fourrer comme des cafards derrière un poêle. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bombaïev tutoyait l'univers entier. Et il y a 4 jours que j'y suis. Et d'où viens-tu? Qu'est-ce que cela te fait? Qu'est-ce que cela me fait? Tu ne sais peut-être pas qui d'autre est ici? Goubaryov, lui-même, en personne. Il nous est arrivé hier de Heidelberg. Tu le connais sûrement. J'ai entendu parler de lui. Nous allons te traîner chez lui à l'instant. Ne pas connaître un tel homme. Voilà précisément Vorochilov. Tu ne le connais peut-être pas non plus. J'ai l'honneur de vous présenter l'un à l'autre. Vous êtes tous deux des savants. Celui-ci est même un phénix. Embrassez-vous. En disant ces mots, Bombaïev se tourna vers un beau jeune homme, au visage frais et rose, mais déjà sérieux,
Litvinov se leva et, bien entendu, se dispensa d'embrasser le phénix, qui, à en juger par la gravité de son air, paraissait médiocrement heureux de cette rencontre imprévue. « J'ai dit un phénix, et je ne démords pas de cette expression, » continua Bambaïev. « Passez au collège X de Pétersbourg, regardez le tableau d'honneur. Quel nom apparaît à la première ligne? Celui de Simeon Yakovlevitch Voroshilov. Mais Goubaryov, Goubaryov, il nous faut, mes amis, aller chez lui à l'instant. Je révère cet homme, et je ne suis pas le seul. Tous l'admirent éperdument. Il prépare actuellement un ouvrage. « De quoi parle-t-il, cet ouvrage ?» demanda Litvinov. « De tout, mon ami. C'est un ouvrage dans le genre de Buckle, mais plus profond. Tout y sera résolu et amené à l'évidence. »« Tu l'as donc lu ?»« Non, je ne l'ai pas lu. C'est même un mystère qu'il ne convient pas d'ébruiter. Mais on peut tout attendre de Goubaryov. Tout. » Ici, Bambaïev poussa un soupir et se croisa les bras. Que serait-ce, grand Dieu, s'il y avait seulement 2 ou 3 têtes comme celle-là en Russie? Vois-tu, Grégoire Mikhailovitch, quelles que fussent tes occupations en ces temps derniers, et j'ignore de quoi tu t'occupes en général, quelles que soient tes convictions, dont je n'ai pas non plus la moindre idée, tu auras beaucoup à apprendre auprès de Goubaryov. Par malheur, il n'est pas ici pour longtemps. Il faudra en profiter. Allons chez lui. En avant, en avant. Sur ses entrefaites passa un élégant avec des cheveux roux frisés et un chapeau orné d'un petit ruban bleu ciel qui lorgna Bambaïev avec un sourire venimeux. Litvinov en eut du dépit. « Pourquoi t'échauffes-tu tant ?» répliqua-t-il enfin. « On dirait que tu cries après des chiens qui ont perdu leur piste. Je n'ai pas encore déjeuné. » « Si je n'ai que cela, nous pouvons déjeuner chez Weber. À 3, ce sera délicieux. Tu as de l'argent pour payer ma part ?» ajouta-t-il à demi-voix. « J'en ai, mais en vérité, je ne sais... » « Allons, je t'en prie, tu me remercieras et lui sera ravi. »« Ah, mon Dieu !» s'écria tout à coup Bambaïev. « C'est bien le final d'Hernani qu'il joue. Quel délice ! Ah, somme, mon Carlo, quel homme je suis, me voici en larmes. Allons, Simeon Yakovlevitch, marchons. » Voroshilov, qui continuait à se tenir immobile, restait silencieux. Il fronça le sourcil, baissa les yeux avec dignité, marmotta quelque chose entre ses dents, mais ne refusa point l'arrangement. Et Litvinov prit également le parti de se résigner. Bambaïev passa son bras sous le sien, mais avant de se diriger vers le café, fit un signe à Isabelle, la célèbre fleuriste du Jockey Club. Il avait fantaisie d'un bouquet. L'aristocratique fleuriste se garda bien de bouger. Pour quelle raison se serait-elle approchée d'un monsieur non ganté, affublé d'une veste pelucheuse, d'une ridicule cravate et de bottes éculées? Voroshilov lui fit à son tour un signe. Elle daigna s'avancer. Il choisit dans sa corbeille un petit bouquet de violettes et lui jeta un florin. Il s'imaginait la surprendre par sa générosité, mais les sourcils d'Isabelle ne bougèrent même pas, et lorsqu'il lui eut tourné le dos, ses lèvres se contractèrent avec ironie. Voroshilov était habillé élégamment, voire avec recherche. Pourtant, l'œil exercé de la Parisienne avait immédiatement remarqué, dans sa toilette, sa tournure et sa démarche, qui rappelaient encore le pas militaire, l'absence de véritable chic. Après s'être installés dans la salle principale de chez Weber et avoir commandé leur dîner, nos amis se mirent à causer. Bambaïev revint avec beaucoup de chaleur, criant et gesticulant, sur l'immense mérite de Goubaryov. Cependant,
Il se tut bientôt et se contenta de soupirer en avalant un verre après l'autre. Vorochilov buvait et mangeait peu. Il semblait avoir peu d'appétit. Ayant questionné Litvinov sur ses occupations, il se mit à énoncer lui-même ses opinions personnelles, moins sur ses occupations que sur diverses questions. Tout à coup, il s'anima et se mit à parler très vite, avec force gestes, énergique mais incohérent, appuyant sur chaque syllabe comme un cadet sûr de son thème aux examens de sortie. Plus il avançait, plus il devenait éloquent et incisif. Personne, il est vrai, ne l'interrompait. Il semblait lire une dissertation ou une leçon. Les noms des savants contemporains, les dates précises de leur naissance et de leur décès, les titres des plus récentes brochures, des noms surtout, des noms et encore des noms, sortaient avec précipitation de sa bouche, et cette nomenclature lui causait une jouissance qu'on pouvait lire dans ses yeux. Vorochilov dédaignait tout ce qui était ancien. Il n'estimait que ce que la science avait découvert la veille. Citer les livres d'un docteur Zaubengel sur les prisons de Pennsylvanie ou un article sur les Védas paru dans les derniers numéros de l'Asiatique Journal, il prononçait journal à l'anglaise, bien qu'il ne sût pas cette langue, était son bonheur. Litvinov l'écoutait sans pouvoir saisir quelle était sa spécialité. Tantôt il parlait du rôle de la race celtique dans l'histoire, et cela le transportait dans le monde ancien. Il raisonnait alors sur les marbres d'Égine et s'étendait sur le prédécesseur de Phidias, Onatas, dont il faisait un Jonathan, ce qui donnait à son discours une coloration moitié biblique, moitié américaine. D'un bond, il s'élançait ensuite dans l'économie politique, qualifiait Bastia d'imbécile, ne valant pas davantage qu'Adam Smith et tous les physiocrates. Physiocrate? Physiocrate? Répétait après lui Bambaïev à voix basse. Toutefois, Vorochilov réussit à surprendre Bambaïev lui-même en traitant Macaulay d'écrivain rétrograde. Quant à Pnest et Ariel, il déclara qu'il ne valait pas la peine d'être nommé et haussa les épaules, ce que Bambaïev s'empressa de faire après lui. Et il débite tout cela d'un trait, sans motif, devant des étrangers, dans un café, pensa Litvinov en regardant les mains bizarrement agitées, les cheveux blonds, les yeux clairs et les dents blanches comme du sucre de sa nouvelle connaissance. Sans se dérider un seul instant, il n'en a pas moins l'air d'un bon garçon, terriblement expérimenté. Vorochilov finit par se calmer. Sa voix, stridente et enrouée comme celle d'un jeune coq, se brisa tout à coup. Alors Bambaïev entreprit de déclamer des vers et faillit de nouveau fondre en larmes, au grand scandale de la table de droite où était établie une famille anglaise, à la risée de celle de gauche, où deux dames du demi-monde dînaient avec un ci-devant jeune homme à perruque lilas. Le garçon apporta l'addition, et nos amis se levèrent de table. « Maintenant, » s'écria Bambaïev, en sautant sur sa chaise, « une tasse de café et en marche. Voilà cependant ce que c'est que notre Russie, » ajouta-t-il au seuil de la porte, désignant triomphalement Vorochilov et Litvinov de sa main rougeaude. « Oui, voilà la Russie, » songea Litvinov. Quant à Vorochilov, il avait déjà repris son air digne. Il sourit froidement et frappa militairement ses talons l'un contre l'autre. 5 minutes plus tard, tous trois montaient l'escalier de l'hôtel où logeait Étienne Nikolaïevitch Goubaryov. Une dame de haute taille, avec une courte voilette sur son chapeau, descendait. En apercevant Litvinov, elle s'arrêta, comme frappée par la foudre. Elle rougit, puis pâlit. Litvinov ne la remarqua pas, et elle descendit rapidement l'escalier. Chapitre 4.
Grégoire Litvinov, un vrai Russe et bon garçon, je vous le recommande, s'écria Bambaïev en présentant Litvinov à un homme de petite taille, en pantoufles et costume du matin, au milieu d'une chambre très éclairée et richement meublée. C'est lui, ajouta-t-il à l'attention de Litvinov, c'est lui-même, c'est en un mot Goubariev. Litvinov considéra celui-ci avec attention. Au premier coup d'œil, il ne trouva en lui rien d'extraordinaire. Il voyait devant lui un monsieur à l'air respectable et un peu hébété, avec un gros front, de gros yeux, de grosses lèvres, une longue barbe, un cou de taureau et de regard en dessous. Ce monsieur sourit et marmonna « très bien, cela m'est fort agréable. » Puis il porta la main à sa barbe et, tournant le dos à Litvinov, se mit à marcher sur l'épais tapis, d'un pas lourd mais élastique comme celui d'un chat. Goubariev avait l'habitude d'arpenter sans cesse son appartement et de tourmenter sa barbe avec le bout de ses ongles, qu'il avait longs et durs. Il y avait avec lui dans cette chambre une dame vêtue d'une robe de soie usée, au visage jaune comme un citron, avec de petits poils noirs sur la lèvre supérieure et des yeux très brillants qui semblaient prêts à lui sauter hors de la tête, ainsi qu'un individu corpulent qui se tenait courbé dans un coin. « Eh bien, chère Matrona Semyonovna, dit Goubariev en se tournant vers cette dame, sans trouver nécessaire de lui présenter Litvinov. Qu'aviez-vous commencé à nous raconter? La dame, elle s'appelait Madame Soutkanchikov. C'était une veuve sans enfant et sans fortune qui depuis 2 ans se transportait d'un pays à l'autre. Reprit aussitôt son récit avec une singulière volubilité. Eh bien, il se présente chez le prince et lui dit « Excellence, vous êtes en situation de soulager ma détresse. Daignez prendre en considération la pureté de mes intentions. Peut-on, dans notre siècle, poursuivre quelqu'un pour ses seules convictions? Et que pensez-vous qu'a fait le prince, cet homme d'état civilisé, si haut placé? Qu'a-t-il fait? Demanda Goubariev en allumant d'un air rêveur une cigarette. La dame se redressa et reprit en tendant son bras maigre. Il a appelé son laquais et lui a dit « Enlève tout de suite à cet homme sa redingote et prends-la, je t'en fais cadeau. » Et le laquais l'enleva? Demanda Bambaïev en frappant des mains. Il l'enleva et l'a pris. Voilà ce qu'a fait le prince Barnaoulov, le fameux Richard, le grand seigneur, muni de pouvoirs extraordinaires et représentant du gouvernement. Qu'y a-t-il à espérer après cela? Le corps chétif de Madame Soutkanchikov tremblait d'émotion. Son visage était crispé, sa maigre poitrine soulevait son corset plat. Ses yeux semblaient sortir de leur orbite, danger qu'ils couraient d'ailleurs, quel que fût l'objet de la conversation. « C'est une affaire qui réclame vengeance !» s'écria Bambaïev. « Il n'y a pas de châtiment assez dur pour cela. » De haut en bas, tout est pourri, remarqua Goubariev sans élever la voix. Ce n'est pas un châtiment qui est nécessaire ici, mais quelque chose d'autre. Cette histoire est-elle vraie? Dit Litvinov. Si elle est vraie, s'écria Madame Soutkanchikov. Il est impossible d'en douter. Elle prononça cet impossible avec une telle énergie qu'elle se plia en deux. Je la tiens du plus fiable des hommes. Mais vous le connaissez, Étienne Nikolaïtch. C'est Yelistratov, capitaine. Il la tenait de témoin oculaire de cette scène dégoûtante. Quel Yelistratov? Demanda Goubariev. Est-ce celui qui était à Kazan? Celui-là même. Je sais qu'on a répandu le bruit qu'il avait accepté là-bas de l'argent des fermiers de l'eau de vie. Mais qui a dit cela? Pelikanov. Et peut-on prêter foi aux propos de Pelikanov,
alors qu'il est, de notoriété publique, un espion. Non, permettez, Matrona Semyonovna, s'écria Bambaïev. Pelikanov est de mes amis. Comment pourrait-il être un espion? Oui, oui, c'est un espion. De grâce, permettez. Un espion, criait madame Soudkamchikov. Mais non, veuillez m'écouter, hurlait à son tour Bambaïev. Un espion, soutenait la dame. Non, non, mais si nous parlions plutôt de Tantediev, mugit Bambaïev. Madame Soudkamchikov fut forcée de reprendre haleine. Bambaïev en profita. Je sais de sources certaines que lorsqu'il fut requis à la chancellerie secrète, il se jeta aux pieds de la comtesse Blazonkrantz en piaillant « Sauvez-moi, venez à mon aide !» Pelikanov n'en est jamais venu à des bassesses comme celle-là. Tanteliev, marmotta Goubaryov, il faut prendre note de cela. Madame Soukhanchikov haussa les épaules avec un ineffable mépris. Tous deux sont jolis, dit-elle, mais je sais sur Tanteliev une anecdote encore meilleure. C'était, vous le savez, un horrible tyran, quoiqu'il se posât en émancipateur. Un jour, il était à Paris dans un salon, lorsqu'y entra madame Becherstow, vous savez bien, la case de l'oncle Tom. Excessivement vaniteux, Tanteliev pria le maître de la maison de le présenter à madame Stone. Celle-ci, dès qu'elle entendit son nom, l'apostropha. « Comment osez-vous vous présenter devant l'auteur de l'oncle Tom, décampez à l'instant ?» Et vlan, elle lui applique un soufflet. Que pensez-vous? Tanteliev prit son chapeau et s'éclipsa l'oreille basse. « Tout cela est exagéré, fit Bambaïev. Elle lui a dit « décamper ». C'est un fait indubitable, mais elle ne lui a pas appliqué de soufflet. « Elle a donné un soufflet, elle a donné un soufflet », répéta convulsivement madame Soukhanchikov. « Je n'ai pas l'habitude de raconter des sornettes. Ah, ces gens-là sont vos amis? Permettez, Matrovna Semyonovna, je n'ai jamais dit que j'ai été victime avec Tanteliev. C'est de Pelikanov que j'ai parlé. Si Tanteliev n'est pas de vos amis, c'est le cas de Mikniev, par exemple. Et qu'est-ce qu'a fait celui-ci? Reprit Bambaïev avec anxiété. Ce qu'il a fait? Comme si vous ne le saviez pas. Il a crié devant tout le monde, à l'angle de l'avenue de l'Ascension, qu'il fallait emprisonner tous les libéraux. Et lorsqu'un vieux camarade de pension, pauvre, bien entendu, est venu lui dire « Peut-on dîner chez toi ?» il lui a répondu « Non, on ne peut pas. J'ai 2 comptes à dîner aujourd'hui. Va-t'en. » « Mais permettez, c'est une calomnie !» s'écria Bambaïev. « Calomnie? Calomnie? En premier lieu, le prince Vakrouchkine, qui a aussi dîné chez votre Mikniev. »« Le prince Vakrouchkine, interrompit sévèrement Goubaryov, est mon cousin germain, et même si je ne le laisse pas entrer chez moi, je préfère que nous n'en parlions pas. En second lieu, continua madame Soukhanchikov, en inclinant humblement la tête vers Goubaryov, Praskovie Yakovlievna me l'a dit elle-même. Vous avez trouvé là sur qui vous appuyez. Elle et Sarkisov colportent tous les ragots. Excusez-moi, Sarkisov est un menteur, c'est vrai. Il a même dérobé le drap qui couvrait le cercueil de son père. Je ne disputerai jamais là-dessus. Mais Praskovie Yakovlievna, rien à voir. Souvenez-vous comme elle s'est noblement séparée de son mari. Je le sais, vous êtes toujours prêts. Finissons, Matrovna Semyonovna. Laissons ces récriminations et occupons-nous de choses plus élevées. Vous savez que chez moi brûle toujours le feu sacré. Avez-vous lu Mademoiselle de la Quintini? Quel délice! Et cette fois, ce sont bien là vos principes.
Je ne lis plus de romans, répondit sèchement madame Soukhanchikov. Pourquoi? Parce que le temps n'est plus au roman. Je n'ai à présent qu'une seule chose en tête, les machines à coudre. Quelle machine? Demanda Litvinov. À coudre, à coudre. Il faut que toutes les femmes se fournissent en machines à coudre et constituent une association. De cette façon, elles gagneront tout leur pain et parviendront à être indépendantes. Autrement, elles ne pourront jamais s'émanciper. C'est une grave, très grave question sociale. Nous nous sommes disputés à ce sujet avec Boleslav Stradnitsky. C'est une admirable nature que ce Stradnitsky, mais il considère beaucoup trop légèrement ces choses. Au fond, c'est un imbécile. Il viendra un temps où tous auront à rendre compte de leur conduite, dit lentement Koubaryov, d'un ton mi-magistral, mi-prophétique. Oui, oui, répéta Bambaïev, on rendra compte. Eh bien, Étienne Nikolaïtch, ajouta-t-il en baissant la voix, l'ouvrage avance-t-il? Je rassemble les matériaux, répondit Goubaryov en fronçant le sourcil. Se tournant vers Litvinov, dont la tête tournait de cette avalanche de noms inconnus et de commérages haineux, il lui demanda « De quoi vous occupez-vous » Litvinov satisfit sa curiosité. « Ah, c'est-à-dire de sciences naturelles. C'est une école très utile, mais ce n'est pas un but. Le but, aujourd'hui, doit être tout autre. Permettez-moi de vous demander quelles sont vos opinions. » Mes opinions? Oui, c'est-à-dire quelles sont vos convictions politiques. Litvinov sourit. En réalité, je n'ai aucune conviction politique. À cette réponse, l'individu corpulent, toujours assis dans son coin, leva subitement la tête et regarda fixement Litvinov. « Comment se fait-il » dit avec une aménité affectée Goubaryov. « N'y avez-vous jamais songé ou êtes-vous déjà blasé ?» Comment vous dire? Il me semble que pour nous autres Russes, il est encore trop tôt pour avoir des convictions politiques, ou nous imaginer que nous en avons. Remarquez que je donne au mot politique la valeur qui lui appartient de droit et qui... vous êtes de ceux qui ne se croient pas mûrs, dit avec la même aménité Goubaryov, et s'approchant de Vorochilov, il lui demanda s'il avait lu la brochure qu'il lui avait prêtée. À l'étonnement de Litvinov, Vorochilov n'avait pas laissé échapper une syllabe depuis leur arrivée. Il fronçait le sourcil et suivait les yeux les uns ou les autres avec dignité. En général, il parlait tout seul ou se taisait. Il effaça militairement les épaules, avança d'un pas et fit de la tête un signe affirmatif. « Eh bien, en avez-vous été content ?»« Oui, par rapport aux principes de base, mais je ne souscris pas aux conclusions qu'il en tire. » André Ivanitch m'a pourtant vanté cette brochure. Vous m'exposerez vos divergences. Voulez-vous que je les fasse par écrit? Cette question surprit visiblement Goubaryov. Il ne s'y attendait pas. Toutefois, après avoir un peu réfléchi, il répondit « Soit, par écrit, et à ce propos je vous prierai de me détailler aussi vos idées sur les associations. » D'après la méthode de Lassalle ou celle de Schulze-Delitzsch? D'après les deux. Ici, vous le comprenez, pour nous autres Russes, ce sont les questions financières qui sont importantes. Les associations d'ouvriers sont un début. Il faut analyser tout cela, l'approfondir. Quant à la question de la part attribuée aux paysans... Quelle est votre opinion, Étienne Nikolaïtch, sur la quantité de déciatine à leur donner? Demanda Vorochilov avec une intonation respectueuse. Les communautés paysannes, dit avec un surcroît de gravité Goubaryov, et, mordant une mèche de sa barbe,
il dirigea son regard sur un des pieds de la table. La communauté, comprenez-vous, c'est un grand mot. Puis, que signifient ces incendies, ces mesures du gouvernement contre les écoles du dimanche, les cabinets de lecture, les journaux, et le refus des paysans de signer des actes qui les libèrent de leurs anciens seigneurs. Et enfin, ce qui arrive en Pologne. Ne voyez-vous pas où tout cela mène? Ne voyez-vous pas qu'il nous faut maintenant nous confondre avec le peuple, savoir ses opinions? Une sorte d'agitation sourde, presque méchante, s'était subitement emparée de Goubariob. Son visage s'était enflammé, sa respiration était pénible, mais il n'en tenait pas moins toujours les yeux baissés et mâchonnait sa barbe. « Ne voyez-vous pas... Yevseliev est un gredin !» s'écria tout à coup madame Soukronchikov, à laquelle Bambaïev, par considération pour le maître de la maison, racontait quelque chose à demi-voix. Goubariob tourna sur ses talons et recommença à arpenter la chambre. De nouveaux hôtes arrivèrent. À la fin de la soirée, le salon était plein. Parmi les nouveaux venus se trouvait M. Yevseyev, si rudement décrié une minute auparavant par Madame Soukhanchikov. Elle s'entretint très cordialement avec lui et le pria de la reconduire chez elle. Et un certain Pischalkin, idéal des juges de paix, un de ces hommes dont peut-être la Russie a réellement besoin, peu doué, peu instruit, mais consciencieux, patient et intègre. Les paysans de son district le portaient au nu, et lui-même était tout plein de respect pour sa propre personne. Il y avait là quelques officiers, profitant d'un bref congé, pour accourir en Europe, se divertir avec quelques gens d'esprit. Quand même, il serait un peu dangereux, sans perdre un instant le souvenir de leur colonel et de leur avancement. Il y avait également 2 étudiants de Heidelberg. L'un regardait autour de lui avec dédain, l'autre riait convulsivement. Aucun des deux ne semblait à l'aise. À leur suite s'était glissé un Français, un petit jeune homme, assez misérable. Il se vantait parmi ses camarades commis voyageurs d'avoir attiré l'attention de comtesses russes, mais ce qu'il recherchait le plus était un souper gratis. Enfin, apparut un nommé Titus Bindassov, en apparence bruyant convive, en réalité mauvais coucheur, terroriste en parole, mouchard par nature, ami des marchands russes et des lorettes parisiennes, chauve, édenté, ivrogne. Il entra rouge et débraillé, assurant qu'il avait laissé son dernier sou chez cette canaille de Benazet, alors qu'il lui avait gagné 16 florins. En un mot, il y avait foule. Il était vraiment curieux de voir avec quel respect on entourait Goubariob. On lui soumettait ses doutes, on le priait de les résoudre, et lui répondait par une espèce de mugissement, par un mouvement de l'œil, par quelques mots sans suite qu'on attrapait au vol comme l'expression de la plus haute sagesse. Il se mêlait rarement à la discussion. En revanche, les visiteurs parlaient sans discontinuer. Il arriva plus d'une fois que 3 ou 4 d'entre eux crient ensemble pendant 10 minutes, et tous étaient ravis, tous avaient compris. La conversation se prolongea jusqu'à près de minuit, et se distingua naturellement par l'abondance et la variété de ses sujets. Madame Soukhanchikov parla de Garibaldi, d'un certain Karl Ivanitch, fouetté par ses gens, de Napoléon III, du travail des femmes, du marchand Plies Katchkov, qui, au su de tout le monde, avait fait mourir de faim 12 ouvrières et avait été décoré, à ce titre, d'une médaille pour service rendu, du prolétariat, du prince géorgien Tchoutchéoulizdev, qui tira un coup de canon sur sa femme, et de l'avenir de la Russie.
Pietschalkin parla aussi de l'avenir de la Russie, des fermes, de l'eau de vie, de la signification des nationalités et de son horreur pour les platitudes. Tout à coup, Voroshilov n'y put plus tenir, et d'un trait, au risque de s'étrangler, il nomma Drapé, Virchow, M. Shelgounov, Bichat, Helmholtz, Starr, Stur, Remond, Johann Müller, le physiologue, Johann Müller, l'historien, qu'ils confondent évidemment, Taine, Renan, M. Tchatchapov, et à leur suite Thomas Nash, Peale, Green. « D'où sortent-ils ces oiseaux-là » murmura Bambaïev ébahi en parlant des trois derniers. « Ce sont les prédécesseurs de Shakespeare. Ils tiennent à lui comme les Alpes au Mont Blanc, » répondit Voroshilov d'une voix retentissante avant d'en revenir à l'avenir de la Russie. Bambaïev aussi crut de son devoir d'en parler, et il dépeignit cet avenir sous des couleurs radieuses. La musique russe excitait particulièrement son enthousiasme. Il voyait en elle quelque chose de grandiose. Pour le prouver, il entonna une romance de Varlamov, mais il fut immédiatement interrompu par la remarque générale que c'était le miserere du Trovator qu'il massacrait ainsi. À la faveur du bruit, un petit officier déblatéra contre la littérature russe. Un autre déclama quelques vers de l'Étincelle. Titus Bindasov fut encore plus clair. Il déclara qu'il fallait casser les dents à tous les fripons. Et basta, sans préciser d'ailleurs quels étaient ces fripons. La fumée des cigares rendait l'air irrespirable. Tout le monde était accablé, sans voix, les paupières lourdes et le visage inondé de sueur. On apporta des bouteilles de bière frappées qui furent vidées en un clin d'œil. « Où en étais-je » disait l'un. « Avec qui donc est-ce que je discute » demandait l'autre. « Et à quel propos ?» Au milieu de ce vacarme, Goubariev circulait toujours, en lissant sa barbe. Il prêtait un moment l'oreille à ce qui se disait, lançait un mot en passant. Tout se sentait qu'il n'était pas seulement le maître de séance, mais un personnage capital. À 10 heures, Litvinov fut pris d'un violent mal de tête et s'échappa sans être aperçu, profitant d'une nouvelle clameur d'indignation. Madame Soutkamchikov venait de se rappeler un autre des méfaits du prince Bardaoulov. Il avait bien failli faire couper l'oreille à quelqu'un. Le vent du soir caressa agréablement le visage enflammé de Litvinov, rafraîchissant ses lèvres desséchées. « Qu'est-ce que tout cela » pensait-il en traversant une sombre allée. « À quoi ai-je assisté ? Pourquoi criait-il et s'injuriait-il ainsi ? À quoi tout cela peut-il aboutir ?» Litvinov haussa les épaules, se dirigea vers le café Weber, prit une gazette et commanda une glace. La gazette n'était consacrée qu'à la question italienne, et la glace se révéla détestable. Il s'apprêtait à rentrer chez lui, lorsqu'un inconnu, coiffé d'un chapeau à large bord, s'approcha, lui demanda en russe s'il ne le dérangeait point, et s'assit à sa table. En l'examinant avec attention, Litvinov reconnut en lui l'homme oublié dans un coin chez Goubariev, qui lui avait jeté un regard si pénétrant quand la conversation était tombée sur ses convictions politiques. Durant toute la soirée, ce monsieur n'avait pas ouvert la bouche. À présent, ayant ôté son chapeau et s'étant assis à côté de Litvinov, il le regardait d'un air timide et bienveillant.